Bien, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux malgré les vacances. Je dois dire, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis vous allez voir, vous ne serez pas déçus parce que vous aurez ensuite la conférence du professeur David Edwards de Boston, de Harvard, et vous verrez qu'il vous fera une conférence en français, ce qui est tout à fait remarquable. Alors aujourd'hui, on va parler des nanomédicaments pour le traitement des maladies infectieuses. Alors tout d'abord, quelle est la problématique? Eh bien, vous savez que normalement, quand vous avez une infection, vous avez la défense naturelle de l'organisme, eh bien, ce sont les macrophages qui vont phagocyter, qui vont endocyter les bactéries. On va retrouver, vous le voyez, les bactéries dans des organites intracellulaires que sont les endosomes ou les lysosomes. Et normalement, ces bactéries vont être éliminées, vont être dégradées par les enzymes lysosomiales. Dans certains cas, eh bien, les choses ne se passent pas comme cela, puisque vous le voyez, les bactéries, au contraire d'être dégradées dans les endosomes ou dans les lysosomes cellulaires, les bactéries vont profiter de ces compartiments intracellulaires pour, au contraire, s'y multiplier et augmenter, je dirais, le niveau de l'infection. Alors, vous allez me dire, mais on a évidemment des antibiotiques qui permettent de traiter ces bactéries, qui ont une activité microbicide sur ces germes. Eh bien, c'est vrai, mais en réalité, quand l'infection est intracellulaire, eh bien, ces infections intracellulaires sont très difficiles à traiter pour les raisons suivantes. Ou bien vous allez utiliser, comme vous le voyez ici, des bêta-lactamines. Ce sont des antibiotiques qui ont un caractère acide. C'est le cas, par exemple, de la pénicilline, de l'ampicilline. Eh bien, vous voyez que ces antibiotiques étant des acides, faibles bien sûr, ils sont ionisés, vous le voyez, au pH extracellulaire. Et étant ionisés, eh bien, ces antibiotiques qui sont actifs contre ces bactéries ne peuvent cependant pas pénétrer, passer à travers la membrane cellulaire, puis à travers la membrane lysosomiale et venir dégrader, venir tuer les bactéries intracellulaires, par finalement manque de diffusibilité intracellulaire. Alors vous allez me dire, mais si les antibiotiques qui ont un caractère acide ne peuvent pas pénétrer au niveau intracellulaire, on va pouvoir utiliser des antibiotiques qui ont un caractère alcalin, par exemple les aminoglycosides. Eh bien, en effet, les aminoglycosides vont très très bien rentrer, n'étant pas ionisés au pH extracellulaire, ils vont très très bien rentrer dans la cellule. Malheureusement, vous savez que le pH des endosomes, ou plus exactement des lysosomes, c'est un pH acide, et donc ces antibiotiques vont être ionisés au pH acide des endosomes lointains ou encore des lysosomes. Et donc, ces antibiotiques seront inactivés. Alors, vous avez d'autres antibiotiques, comme par exemple la clindamycine ou les fluoroquinolones, qui sont en fait des antibiotiques qui vont pénétrer très facilement dans la cellule. Certains de ces antibiotiques vont passer d'ailleurs par un mécanisme de transport actif, mais vous savez qu'on oublie toujours, et c'est important, que l'activité intracellulaire, c'est non seulement la cinétique d'entrée, mais c'est aussi la cinétique de sortie. Et si vous avez une molécule qui rentre facilement, mais qui ressort de la cellule aussi facilement, vous n'aurez jamais des concentrations intracellulaires suffisantes que pour induire un effet microbicide, que pour induire un effet bactéricide. Alors, il y a encore un autre élément qui est important, c'est que lorsque des bactéries sont au niveau intracellulaire, elles peuvent être en réplication, et vous savez que beaucoup d'antibiotiques jouent sur les bactéries en réplication. Dans certains cas, ces bactéries peuvent être quiescentes, et dans ce cas-là, l'activité antimicrobienne est beaucoup moins efficace. Et enfin, vous savez que l'infection peut également avoir un effet sur l'hôte qui peut modifier peu ou prou la diffusion intracellulaire des antibiotiques en la réduisant ou éventuellement en l'augmentant. Donc vous voyez que la problématique du traitement des infections, encore une fois, on va parler aujourd'hui exclusivement des infections intracellulaires, c'est réellement un problème de pénétration intracellulaire et d'activité au pH acide des lysosomes. Or, dans le deuxième cours que je vous ai fait donc, il y a quelques semaines, eh bien, je vous ai montré que les vecteurs nanoparticulaires, les liposomes, toutes les nanotechnologies d'une manière générale, eh bien, vont pouvoir rentrer dans les cellules, vous le voyez, par un mécanisme d'endocytose ou de phagocytose. Bon, il y a différents mécanismes d'endocytose, on a détaillé tout cela dans ces cours précédents, mais il faut savoir que les nanotechnologies
exactement comme les bactéries, vont pénétrer dans les cellules par endocytose ou au niveau des macrophages par phagocytose. Et c'est la raison pour laquelle on va les utiliser finalement comme un véritable cheval de Troie, puisque le cheminement intracellulaire de ces nanovecteurs est le même que le cheminement intracellulaire des bactéries infectantes. Alors, les choses ne sont cependant pas aussi simples que cela. En effet, je vous ai représenté dans ce schéma la manière dont se fait l'infection intracellulaire et la manière dont on peut la traiter. Alors, vous voyez que dans un premier temps, donc vous avez ici un macrophage avec son noyau, ce macrophage va capter une bactérie que j'ai représentée ici en noir par un mécanisme d'endocytose, de phagocytose plus exactement, puisque les macrophages sont des phagocytes professionnels, et on va retrouver, vous le voyez, la bactérie dans un endosome précoce. Et puis, plutôt que d'être dégradée dans ces endosomes, la bactérie va utiliser cet endosome pour se multiplier, et finalement, on va voir apparaître plusieurs bactéries au niveau du phagolysosome, de l'endosome ou du phagosome ou du lysosome plus lointain. Alors, vous avez un exemple ici d'une photo où vous voyez très bien, c'est un macrophage, vous voyez très bien, c'est Huguette Alfandari dans notre laboratoire qui a pris cette photo, on a eu de la chance, vous voyez très bien ici un phagolysosome et vous voyez très clairement une bactérie, qui est une salmonelle, qui est en train de se diviser, donc qui utilise ce compartiment intracellulaire pour se multiplier. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter avec des nanoparticules qui vont contenir cet antibiotique, un antibiotique qui diffuse mal au niveau intracellulaire, par exemple de l'ampicilline. Vous voyez que si on représente les liposomes ou les nanoparticules par ces petites billes rouges, l'endocytose va se faire à un autre endroit et on va retrouver les nanovecteurs dans d'autres endosomes que les endosomes bactériens. Donc, si vous avez les vecteurs dans un endosome et vous avez les bactéries infectantes dans un autre endosome, vous comprenez bien que ces deux éléments ne vont pouvoir se rencontrer dans le même phagolysosome que si vous avez des phénomènes de fusion. Et en effet, dans la cellule, dans le macrophage, vous pouvez avoir des fusions entre les phagolysosomes qui vont contenir les bactéries et les phagolysosomes qui vont contenir les liposomes ou les nanoparticules chargées en antibiotiques. Et c'est ce que j'ai représenté ici. Vous voyez, on va retrouver dans le même phagolysosome la bactérie qui va être dégradée suite au relargage en rouge de l'antibiotique associé au nanovecteur. Alors, il y a une autre possibilité de tuer ces bactéries, c'est ce qui est représenté dans la partie supérieure de la diapositive, c'est qu'en effet, vous avez certains antimicrobiens qui ne vont pas diffuser à travers les membranes intracellulaires, c'est-à-dire les membranes endosomales ou lysosomiales, mais vous avez des antibiotiques qui vont pouvoir diffuser. Et donc, dans certains cas, le germe il va passer du compartiment lysosomial vers le compartiment cytoplasmique, je vous en montrerai des exemples, et à partir du moment où le nanovecteur va libérer son médicament dans un endosome, et si ce médicament est capable, si cet antibiotique est capable de diffuser vers le cytoplasme cellulaire, il aura une action également sur les bactéries cytoplasmiques. Donc, vous voyez très bien qu'il faut, d'une part, soit des phénomènes de fusion pour des antibiotiques non diffusibles entre phagosomes et phagolysosomes bactériens et nanoparticulaires ou liposomiaux, ou bien il faut avoir des antibiotiques qui vont être effectivement diffusibles. Alors, vous voyez qu'ici, on a eu de la chance, parce qu'on voit très bien la bactérie qui est en cours de réplication, et vous voyez qu'après avoir incubé des nanoparticules qui sont chargées en médicaments antibiotiques, vous retrouvez très bien ces bactéries qui sont dans l'environnement immédiat, ces nanoparticules qui sont dans l'environnement immédiat des bactéries, et ça vous montre bien qu'il y a eu des processus de fusion. Alors, voyons maintenant un petit peu plus pratiquement comment on peut utiliser des nanovecteurs pour traiter les infections intracellulaires à bactéries. Et puis on verra, vous le verrez, à parasites, et puis on verra les infections intracellulaires à mycoses. Et tout d'abord, je voudrais vous montrer un certain nombre de faits qui sont liés au trafic intracellulaire de ces bactéries versus les nanovecteurs. Alors ici, c'est un exemple donc de la vectorisation d'un antibiotique qui est la gentamicine
sur des macrophages. C'est une lignée qu'on appelle la lignée J774, qui est une lignée macrophagique, et vous allez le voir que l'on va infecter. Alors, première chose, c'est vous regardez la partie droite de la diapositive. Si vous incubez, vous le voyez, la gentamicine sous forme libre, eh bien, vous voyez très très bien qu'elle ne va pas pénétrer à l'intérieur de la cellule. Vous le voyez, c'est un antibiotique qui est, la cellule est pratiquement imperméable à cet antibiotique. Alors, l'idée, évidemment, c'est d'encapsuler la gentamicine dans des liposomes, et vous voyez qu'on va immédiatement augmenter la pénétration intracellulaire de cet antibiotique. Alors, vous le savez, on l'a vu au premier cours sur la préparation des liposomes en particulier. Vous voyez qu'on peut préparer des liposomes avec des phospholipides extrêmement divers, extrêmement variés. Alors, vous voyez qu'on a regardé la pénétration intracellulaire de ces liposomes à 37 degrés et à 4 degrés. Alors, vous voyez qu'à 4 degrés, il y a une très faible pénétration intracellulaire. Vous voyez par contre que la pénétration intracellulaire à 37 degrés est beaucoup plus importante, ce qui va de pair pour une lignée macrophagique avec des phénomènes de phagocytose ou d'endocytose qui ont besoin évidemment d'énergie et qui ne se font qu'à la température de 37 degrés. Alors, regardez bien ici, vous voyez que la composition des liposomes qui donne la pénétration intracellulaire la plus efficace, ce sont des liposomes cationiques à base de DO-DAC, peu importe, c'est un lipide cationique. C'est normal, les membranes cellulaires sont chargées négativement, et donc vous voyez qu'on va avoir une pénétration, dans tous les cas, une association très importante aux cellules. Alors, vous voyez qu'il y a d'autres mélanges de phospholipides qui contiennent un lipide qui va favoriser, comme on va le voir, les fusions membranaires. C'est la DOP, qui est de la di-oléylphosphatidyléthanolamine. Et vous voyez que ces liposomes rentrent dans les cellules, mais moins bien que les liposomes cationiques. Alors maintenant, regardons ce qui se passe si on infecte ces macrophages. Est-ce que les liposomes vont permettre de tuer les bactéries intracellulaires? Alors, vous voyez qu'en ordonnée, vous avez le pourcentage de bactéries intracellulaires qui vont être tuées en fonction des différentes formulations de liposomes et en fonction des différents traitements. Sans traitement, évidemment, vous ne tuez aucune bactérie intracellulaire. Avec de la gentamicine sous forme libre, sous forme d'une simple solution, eh bien, vous voyez qu'en fait, vous allez avoir à peu près 50% de réduction du niveau de l'infection, tout simplement parce qu'on va tuer des bactéries extracellulaires et donc globalement on va diminuer quand même la charge bactérienne. Vous voyez que très curieusement ici, le liposome cationique, eh bien, qui va encapsuler la gentamicine, eh bien, vous voyez qu'il n'a absolument aucune activité antimicrobienne. Et en revanche, vous voyez que toutes les formulations qui contiennent de la DOP, de la dioléylphosphatidyléthanolamine, eh bien, vous voyez qu'en gros, toutes ces formulations, vous le voyez ici avec les astérix, eh bien, vont tuer entre 75 et 90% des germes intracellulaires. Or, la DOP, la dioléylphosphatidyléthanolamine, c'est un phospholipide qui est très particulier et qui va favoriser les phénomènes de fusion. Alors, comment est-ce qu'il va favoriser les phénomènes de fusion? Eh bien, vous voyez ici, dans la partie inférieure gauche de la diapositive, comment les phospholipides de DOP vont s'organiser à pH neutre. Comme je vous l'ai expliqué dans le cours des liposomes, on va avoir ce que l'on appelle des phases lamellaires, c'est-à-dire des bicouches. Dès qu'on va avoir une diminution de pH, ce qui est le cas des endosomes lointains et évidemment des lysosomes et des phagolysosomes, eh bien, du fait qu'on va neutraliser les charges négatives des têtes polaires, les groupements phosphates, par la fonction aminée qui va être chargée au contraire positivement, il n'y aura plus de répulsion électrostatique entre les têtes polaires et donc on va favoriser la formation de ce que l'on appelle des phases hexagonales inverses. Et ces phases hexagonales, eh bien, ça va de pair avec les phénomènes de fusion. Alors, je vous ai schématisé ce qui se passe ici. D'une part, vous avez votre bactérie, en l'occurrence ici Salmonella typhimurium, dans un lysosome ou dans un phagolysosome. Dans un autre phagolysosome, après endocytose, vous avez votre liposome avec la gentamicine. Et ce liposome contenant de la DOP, eh bien, il va favoriser la fusion entre la membrane phagolysosomiale bactérienne et la membrane phagolysosomiale
liposomiale, si je puis m'exprimer ainsi, et vous voyez qu'on va retrouver les deux éléments, bactéries et liposomes, dans la même vacuole d'endocytose, et voilà pourquoi on a une meilleure activité avec les liposomes qui contiennent donc ce lipide, ce phospholipide pH sensible dans leur membrane. Alors vous allez me dire, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si le germe n'est pas à localisation lysosomiale ou endolysosomiale, mais à localisation cytoplasmique? Alors, c'est ce qui a été fait ici. On a utilisé en fait une Salmonella typhimurium, un germe qui est en fait recombinant, qui va synthétiser de l'hémolysine. Et l'hémolysine est une toxine, somme toute, qui a pour effet d'hydrolyser, de dégrader la membrane lysosomiale ou la membrane endosomale. Et en d'autres termes, vous voyez que les bactéries vont se retrouver dans le cytoplasme cellulaire et non plus confinées à l'intérieur d'un endolysosome. Alors maintenant, on refait la même expérience avec nos liposomes qui sont chargés en gentamicine. Vous voyez bien entendu que la gentamicine sous forme libre est très peu efficace. Elle va tuer à peu près entre 25 et 30% des germes intracellulaires. Vous voyez encore une fois que nos liposomes cationiques qui rentraient, dans tous les cas, qui s'associaient si bien aux cellules, eh bien, n'ont pas une meilleure activité que la gentamicine sous forme libre. Et vous voyez qu'au contraire, à nouveau, toutes les formulations qui contiennent le phospholipide pH sensible à base de DOP, eh bien, vous voyez que toutes ces formulations vont induire une grande efficacité microbicide intracellulaire, disons entre 75 et 80% de mortalité des germes intracellulaires. Alors ici, le mécanisme de cette efficacité intracellulaire sur un germe à localisation cytoplasmique cette fois-ci est dû, vous le voyez, au fait que j'ai représenté ici le liposome avec son contenu en gentamicine. Tant que vous êtes dans un endosome qui est à pH neutre, eh bien, vous avez une phase lamellaire. Vous le voyez ici, donc le liposome, il est dans l'endosome, il contient son antibiotique, il est en phase lamellaire, il est sous forme de vésicule. Ensuite, le pH, vous le savez, va diminuer, on va atteindre un pH de l'ordre de 5, et donc vous allez avoir un phénomène de fusion entre la membrane du liposome, constituée de DOP, et la membrane de l'endosome ou du lysosome, qui est constituée des phospholipides naturels. Et cette fusion est due précisément à l'obtention d'une phase hexagonale. Et le résultat, eh bien, c'est que l'antibiotique, vous le voyez, va être libéré, cette fois-ci au niveau du cytoplasme, et c'est la raison pour laquelle vous allez pouvoir tuer également des bactéries qui sont localisées dans le cytoplasme cellulaire. Alors maintenant, troisième expérience qui a été faite. On a repris un germe, mais qui cette fois-ci est sauvage, donc qui n'est pas recombinant, et qui est à localisation cytoplasmique, c'est l'Listeria monocytogenes. L'Listeria monocytogenes n'est jamais dans des endosomes ou dans des lysosomes, il est toujours dans le cytoplasme cellulaire. Eh bien, on a refait la même expérience. Alors, vous voyez très très bien que, encore une fois, la gentamicine sous forme libre va tuer à peine 15% ou 20% des germes intracellulaires. Vous voyez encore une fois que les liposomes qui ne contiennent pas de DOP, la dioléylphosphatidylcholine ou la dipalmitol-phosphatidylcholine avec ce lipide cationique, eh bien, vous voyez qu'on va avoir une activité antibactérienne qui est vraiment très moyenne, de l'ordre entre 30 et 40%. Et vous voyez que quand on met des quantités suffisantes de DOP dans la membrane de ces liposomes, eh bien, vous voyez qu'encore une fois, on a une activité antibactérienne qui est très importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs de cette publication, eh bien, ils se sont dit, mais finalement, est-ce qu'on a une corrélation entre la capacité qu'ont les liposomes à pénétrer au niveau intracellulaire et l'activité antibactérienne intracellulaire? Et pour cela, eh bien, vous voyez, ils ont mesuré le rapport entre le pourcentage de bactéries tuées par rapport à l'importance de l'uptake, donc de la capture intracellulaire du liposome. Et vous voyez que ce rapport, il est extrêmement positif pour les formulations, encore une fois, qui contiennent de la DOP, c'est-à-dire les formulations qui contiennent un liposome, un phospholipide qui est pH sensible. Alors, vous voyez que c'est vrai pour les salmonelles, pour Salmonella typhimurium, la souche sauvage,
qui est donc à localisation, encore une fois, lysosomiale. C'est vrai pour la souche que vous voyez ici de Salmonella typhimurium recombinante qui synthétise de l'hémolysine, qui est à localisation cytoplasmique. C'est vrai pour l'Listeria monocytogenes, qui est à localisation cytoplasmique. Et vous voyez qu'en revanche, les formulations, en particulier à base de phospholipides cationiques, qui rentraient très très bien dans les cellules, eh bien vous voyez que le rapport entre pourcentage d'activité antimicrobienne et capture, eh bien ce rapport est extrêmement faible, même parfois négatif. Ça vous montre bien qu'il ne suffit pas que le liposome s'associe à la cellule, encore faut-il qu'il ait, je dirais, des lipides qui permettent les phénomènes de fusion et qui permettent finalement d'aller débusquer, je dirais, la bactérie dans les organites intracellulaires où elle se trouve et qu'elle utilise pour se multiplier. Alors, comment est-ce que, d'un point de vue physico-chimique, on peut mettre en évidence ces phénomènes de fusion avec ces liposomes pH sensibles à base de DOP? Eh bien, on peut faire une expérience qui est assez simple, c'est d'utiliser, vous le voyez, deux colorants fluorescents. D'une part, la rhodamine, qui va plutôt, lorsque l'on prépare des liposomes à base de rhodamine, qui est plutôt lipophile, donc qui va se mettre dans la bicouche, et puis la NBDE, qui est un autre fluorophore, qui va plutôt être dans les phases aqueuses. Et en fait, ces deux fluorophores, eh bien, ils vont faire ce que l'on appelle un phénomène de quenching, c'est-à-dire chaque fluorophore va empêcher l'autre fluorophore d'exprimer sa fluorescence. En d'autres termes, quand vous avez un liposome qui est chargé avec ces deux fluorophores, eh bien, vous le voyez ici, il ne va pas exprimer de fluorescence, parce qu'il y a ce que l'on appelle un quenching de fluorescence. Si maintenant vous rajoutez d'autres liposomes qui ne contiennent pas ces éléments fluorescents et que si vous avez des fusions entre ces liposomes, vous allez évidemment diluer les fluorophores dans pas mal de bicouches de phospholipides, dans pas mal de liposomes. Et du fait que vous diluez, eh bien vous voyez, si vous avez fusion, les fluorophores vont se distribuer dans un grand nombre de liposomes, vont être dilués, et il va y avoir ce que l'on appelle un déquenching de fluorescence, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'expression d'une fluorescence relativement importante. Mais ce déquenching de fluorescence, ne peut se faire que s'il y a fusion entre les deux liposomes. Et donc, c'est une manière de voir si vous avez une formulation qui est capable de fusionner avec une autre bicouche de phospholipides. Alors ici, on a utilisé, vous le voyez, trois formulations. Alors, une formulation à base de DPPC, qui est un phospholipide, dipalmitol, phosphatidylcholine, et de cholestérol. Il n'y a pas de DOP, et donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de déquenching, ce sont les triangles, il n'y a pas de déquenching de fluorescence. Si vous prenez maintenant des liposomes de dioléylphosphatidylcholine avec un tout petit peu de DOP, 0,5%, c'est ce que vous voyez ici avec les petits ronds noirs, eh bien vous voyez que vous avez un certain déquenching de fluorescence, mais qui est relativement faible. Si maintenant vous utilisez des liposomes de DOP, alors là, avec 69% de dioléylphosphatidyléthanolamine et encore 0,5% de dioléylphosphatidyléthanolamine pégylée, eh bien, vous voyez que là, ce sont les carrés blancs. Vous avez un déquenching important de fluorescence, encore une fois, parce que vous allez avoir de la fusion. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ce déquenching de fluorescence en fonction du pH, vous voyez qu'il est faible aux environs de pH 5, mais qu'à partir de pH 5, eh bien, on voit apparaître la fluorescence parce que précisément ces liposomes de DOP ne vont induire les phénomènes de fusion qu'à des pH acides, et donc c'est au pH acide qu'on verra apparaître un déquenching de fluorescence. Et donc vous voyez bien que ces formulations à base de DOP ont la capacité extraordinaire de fusionner, et c'est donc clairement pour cela qu'on a une activité aussi efficace contre des germes bactériens localisés au niveau intracellulaire. Alors maintenant, ça c'était des éléments, je dirais, à l'échelle cellulaire. Maintenant, voyons un petit peu pratiquement si on peut utiliser des liposomes pour traiter des infections intracellulaires sur des modèles expérimentaux en utilisant comme voie d'administration la voie intraveineuse. Alors ici, je vais vous donner un exemple avec en fait un médicament qui est la clofazimine, qui en fait est un antibiotique qui est relativement efficace, vous le voyez, contre Mycobacterium,
mais qui a un petit inconvénient, c'est que cette molécule antibiotique, elle a une activité, vous le voyez, hémolytique relativement importante. Alors vous le voyez bien, ici on va tout simplement incuber cet antibiotique, vous le voyez, avec des globules rouges, et on va regarder le pourcentage de lyse. Alors vous voyez qu'il y a un pourcentage de lyse pour des concentrations extrêmement faibles de l'antibiotique. Si vous encapsulez l'antibiotique dans des liposomes, eh bien vous voyez que vous allez pratiquement supprimer le phénomène d'hémolyse des globules rouges, qui est certainement la principale toxicité de cet antibiotique. Alors, vous savez que, évidemment, les liposomes sont captés également par les macrophages, et donc on a regardé ici également la viabilité de macrophages en culture en présence de l'antibiotique sous forme libre. Alors, vous voyez que la clofazimine sous forme libre, eh bien, vous allez avoir une diminution considérable de la viabilité de ces macrophages, que vous voyez très très bien ici, ce sont les traînées noires, ce sont les macrophages qui meurent. Vous voyez que sous forme de liposome, aux erreurs expérimentales près, eh bien dans tous les cas jusqu'à des concentrations de 15 microgrammes par ml qui ont tué, je dirais, tous les macrophages quand la clofazimine était incubée sous forme libre, eh bien vous voyez que sous forme de liposome, on a gardé à peu près 100% des macrophages, donc on a évité là aussi les phénomènes hémolytiques. Alors tout ça se traduit in vivo. Si vous prenez l'antibiotique, la clofazimine, et que vous l'injectez à des animaux de laboratoire sous forme libre, sous forme d'une molécule tout simplement en solution, eh bien vous voyez très très bien que les animaux vont très rapidement mourir pour une dose de 20 mg par kilo. À 20 mg par kilo, tous les animaux meurent essentiellement, encore une fois, d'hémolyse. Vous voyez que si vous injectez maintenant l'antibiotique sous forme de liposome, eh bien vous pouvez pratiquement aller jusqu'à 100 mg par kilo contre 20 mg par kilo sans avoir aucune mortalité des animaux. Et ça, c'est une autre approche. Il y a bien entendu l'aspect de l'index thérapeutique qui est l'activité microbicide intracellulaire, mais il y a aussi un aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est l'aspect toxicologique, c'est-à-dire c'est la possibilité de protéger un organe ou dans tous les cas un type cellulaire, en l'occurrence ici les globules rouges, des phénomènes hémolytiques en les encapsulant dans des liposomes. Alors maintenant, est-ce qu'on est plus efficace sur un modèle d'infection à Mycobacterium avium, traité donc par la clofazimine? Alors, il faut savoir que pour développer ce type de modèle expérimental, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement injecter les mycobactéries par voie intraveineuse et les principaux organes infectés vont être, vous le voyez, le foie, la rate, les poumons et également les reins. Donc, c'est vraiment une infection, je dirais, généralisée. Et vous avez ici, en ordonnée logarithmique, le nombre de bactéries infectantes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, vous avez d'abord la première colonne, c'est chaque fois les contrôles. La deuxième colonne, on a traité par la clofazimine à 5 mg par kilo et à 10 mg par kilo sous forme libre. On ne peut pas aller plus loin puisque je vous l'ai montré, à 20 mg par kilo, les animaux meurent de toxicité. Et donc, vous voyez très très bien qu'on n'a absolument aucune activité thérapeutique, simplement parce qu'on n'a pas des concentrations suffisantes en clofazimine au niveau des organes infectés. Avec les liposomes, eh bien, vous voyez qu'à la concentration, dans tous les cas au niveau du foie, de 10 mg par kilo, eh bien, on a déjà une activité antibactérienne tout à fait significative. Mais l'avantage, c'est que comme la formulation est beaucoup moins toxique, on va pouvoir administrer des doses de 25 et de 50 mg par kilo. Et vous voyez qu'à 50 mg par kilo, on a pratiquement gagné 5 logs en ce qui concerne, je dirais, le niveau de l'infection. Donc, on a pratiquement éradiqué l'infection. Vous voyez que c'est vrai également au niveau de la rate, c'est vrai également au niveau des poumons, et au niveau des reins, c'est moins évident, c'est la dose de 50 mg par kilo qui permet d'éradiquer l'infection. Mais donc, ceci vous montre qu'ici, on a combiné deux choses. On a combiné d'une part une meilleure efficacité parce que probablement que les liposomes délivrent l'antibiotique de manière plus efficace au niveau intracellulaire, donc amélioration de l'efficacité, mais aussi réduction de la toxicité. Et si vous réduisez la toxicité, vous pouvez administrer des doses plus importantes. Et évidemment, en administrant des doses plus importantes, vous êtes plus efficace. Il y a un autre aspect qu'il faut prendre en compte également dans le traitement des maladies infectieuses profondes, c'est la possibilité d'utiliser cette fois-ci des liposomes pégylés, c'est-à-dire recouverts de polyéthylène glycol. Alors, dans le cours sur la biopharmacie, la pharmacocinétique, la toxicologie, je vous ai expliqué en long et en large que ces liposomes pégylés, en fait,
vont tourner longtemps dans la circulation générale et vont pouvoir diffuser par diffusion passive là où l'endothélium vasculaire est le plus perméable, c'est-à-dire là où il y a, je dirais, une réaction inflammatoire importante. Or, quand vous avez une infection, c'est ce que vous voyez ici, on a fait une infection dans la patte droite de l'animal, évidemment, vous avez une réaction inflammatoire. Et donc, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on peut cibler les zones infectées de l'organisme en utilisant des liposomes pégylés et en les marquant au technétium. Alors ça, c'est un travail qui a été fait par l'équipe de Gert Storm à Utrecht, en Hollande. Alors, vous voyez donc, on administre ces liposomes pégylés, on fait de la scintigraphie. Vous voyez qu'après 1 heure, on a surtout de la radioactivité qui se trouve au niveau cardiaque et pulmonaire, simplement parce que c'est principalement les concentrations qu'on va retrouver au niveau du torrent circulatoire. Vous voyez qu'à partir de 6 heures, on voit apparaître des concentrations relativement importantes de ces liposomes au niveau de l'infection. Et vous voyez qu'après 24 heures, il y a une réduction considérable, je dirais, du taux de radioactivité circulante. Et vous voyez qu'on a parfaitement bien ciblé les organes infectés. Alors tout ceci va évidemment se traduire par une meilleure activité, notamment sur Mycobacterium tuberculosis, donc qui est l'agent, bien entendu, de la tuberculose. Alors, vous voyez qu'ici, on a utilisé 2 médicaments, d'une part l'isoniazide et d'autre part la rifampicine, qui sont 2 antibiotiques bien connus pour pouvoir traiter la tuberculose. Et on a utilisé, vous le voyez, une dose de 12 mg par kilo. Vous voyez, alors encore une fois, j'insiste sur le fait que l'ordonnée, elle est logarithmique. Vous voyez le niveau d'infection des animaux contrôle, c'est-à-dire non traités, ici au niveau des poumons, qui est le principal lieu de l'infection, mais également le foie et enfin la rate. Vous voyez que quand on traite par l'isoniazide ou quand on traite par la rifampicine, ce sont les histogrammes en hachuré, on diminue le niveau de l'infection, mais relativement faiblement. Vous voyez que si on administre par voie intraveineuse sous forme de liposome, on va encore gagner entre 1 et 2 logs d'efficacité, à la fois avec l'isoniazide et à la fois avec la rifampicine. Et ce que vous voyez ici dans les inserts, c'est qu'en fait, on a, dans les 2 cas, on a traité, soit, vous le voyez, par une administration intraveineuse de rifampicine ou d'isoniazide à 12 mg par kilo, sous forme libre, contre l'administration de 4 mg par kilo sous forme de liposome, et vous voyez qu'on a à peu près le même niveau d'infection. Ce qui veut dire finalement que la forme liposomiale de la rifampicine ou de l'isoniazide est 3 fois plus efficace puisque vous avez à peu près la même activité microbicide à 4 mg par kilo sous forme liposomiale et à 12 mg par kilo sous forme libre. La voie pulmonaire, je vais simplement vous en présenter une diapositive intéressante parce qu'ensuite David Edwards va vous parler largement des infections pulmonaires et de la manière dont on peut traiter les infections bactériennes pulmonaires. Alors ici, c'est un travail qui a été réalisé pour traiter Francisella tularensis. Alors c'est une bactérie qui est responsable de ce que l'on appelle la tularémie. C'est en fait une infection du système réticulo-endothélial et en particulier du poumon, du tissu pulmonaire. Alors ici, on a tout simplement administré l'antibiotique sous forme d'aérosol. Et si on regarde la clairance, c'est-à-dire la disparition de l'antibiotique du tissu pulmonaire après administration, vous voyez très bien que quand l'antibiotique est administré sous forme libre, il va disparaître extrêmement rapidement du tissu pulmonaire. C'est la raison pour laquelle il aura une faible activité antimicrobienne. Et vous voyez que sous forme de liposome, vous allez avoir il y aura évidemment une clairance pulmonaire, mais vous voyez que vous allez maintenir des concentrations en antibiotiques plus longtemps au niveau de ce tissu. Et si vous regardez maintenant la survie des animaux, vous voyez que tout ça va de pair avec une amélioration de la survie. Vous voyez que les animaux non traités infectés vont mourir après tous à peu près entre 8 et 10 jours. Vous voyez que le traitement par la ciprofloxacine sous forme libre ne va pas considérablement améliorer le traitement si on va un tout petit peu augmenter la survie moyenne des animaux. Et vous voyez que lorsque l'administration se fait sous forme de liposome par voie pulmonaire, vous voyez qu'on va
si pas guérir, parce qu'il y a encore des taux de bactéries, mais on va dans tous les cas protéger les animaux de la mortalité, puisque vous voyez qu'après 14 jours après l'infection, 100% des animaux survivent, c'est-à-dire qu'ils sont partiellement guéris. Voilà ce que je voulais vous dire pour les infections à bactéries intracellulaires. Il y a un autre domaine très important qui est celui des parasitoses. Alors, vous avez une parasitose qui est très très connue, c'est la leishmanie viscérale. La leishmanie viscérale, l'agent de la leishmanie viscérale, c'est Leishmania donovani. C'est un parasite qui va essentiellement parasiter les cellules de Kupfer du foie. Or, vous savez, je vous l'ai montré dans le cours sur la pharmacocinétique, qu'après administration intraveineuse, eh bien, la plupart des nanovecteurs vont se concentrer, s'ils ne sont pas pégylés bien sûr, vont se concentrer au niveau des cellules de Kupfer du foie. Alors, il y a aussi, c'est une petite parenthèse, la leishmanie viscérale, ne pas confondre, il y a la leishmanie viscérale qui est celle-là, donc qui touche les cellules de Kupfer, puis vous avez la leishmanie cutanée qui va toucher essentiellement les macrophages cutanés, et donc on va évidemment s'intéresser au traitement essentiellement de la leishmanie viscérale, puisque ce sont ces macrophages-là, ces macrophages hépatiques, ces cellules de Kupfer, qui peuvent être la cible des systèmes, des nanovecteurs. Alors vous avez également Plasmodium, qui, alors vous savez que c'est un cycle relativement complexe, c'est l'agent de la malaria, et qui va toucher en particulier, à un moment du cycle, les globules rouges. Alors, il y a un travail de pionnier, il faut bien le dire, qui a été fait par un chercheur du nom de Alving, qui était au Walter Reed Institute aux États-Unis, et donc qui a eu le premier l'idée de dire on va encapsuler des médicaments anti-leishmanie dans des liposomes pour cibler précisément les cellules de Kupfer du foie et pour aller débusquer les leishmanies de ces cellules de Kupfer. Alors, c'est un travail particulièrement important. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les agents anti-leishmanie, c'est principalement la méglumine et aussi, vous le voyez, le stibogluconate d'antimoine. Ce sont des molécules qui sont éminemment toxiques. Ce qui veut dire qu'on a un index thérapeutique qui est extrêmement faible et qu'on atteint très très vite la zone de toxicité et donc on doit soit arrêter le traitement, soit dans tous les cas réduire les doses administrées et on est peu efficace. Alors ici, eh bien, Alving a utilisé un modèle de hamster infecté par Leishmania donovani. Vous voyez ici les doses injectées. Vous voyez qu'on doit injecter plus de 100 mg par kilo, et même jusqu'à, vous le voyez, 400, 500 mg par kilo, pour avoir la suppression d'à peu près 80% des parasites intracellulaires, et on n'atteint d'ailleurs jamais, pratiquement jamais, les 100%. Et comme ce sont des molécules évidemment très toxiques, vous voyez toute la difficulté du traitement. Eh bien, Alving a montré qu'en mettant et la méglumine et le stibogluconate d'antimoine dans des liposomes, eh bien, vous voyez qu'on arrivait à guérir 100% des animaux et dans tous les cas à supprimer 100% de ces parasites intracellulaires pour des doses de l'ordre de quelques milligrammes par kilo contre, vous le voyez, plusieurs centaines de milligrammes par kilo avec ces médicaments anti-leishmanie sous forme libre. Et vous comprenez pourquoi, quand vous voyez cette photo en microscopie électronique, vous voyez ici à l'intérieur d'une cellule de Kupfer, vous voyez ici très bien un morceau de parasite, vous voyez ici un liposome avec sa bicouche, et donc encore une fois, vous voyez bien qu'on peut utiliser des nanovecteurs à base de phospholipides pour aller débusquer, je dirais, des parasites intracellulaires et pour être plus efficaces. Alors, il faut savoir que cette approche, depuis lors, a été développée par d'autres et qu'on est parvenu même, je dirais, à développer des traitements encore plus efficaces en utilisant en particulier, vous le voyez, des liposomes de phosphatidylcholine, mais qui contiennent en plus de la stéarilamine. Alors, pourquoi de la stéarilamine? Parce que c'est un lipide cationique. Alors, dans ce cas-ci, vous allez le voir, ça marche. Vous avez vu qu'avec les infections bactériennes, ça ne marche pas, mais ici, ça marche. Pourquoi? Parce que d'une part, la stéarilamine va permettre d'améliorer l'interaction entre le liposome et la cellule infectée par simple interaction ionique. Et ensuite, parce que comme ça a été montré dans cette publication-là, eh bien, la stéarilamine peut aussi interagir avec la membrane du parasite qui est chargée négativement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, encore une fois, on a, alors cette fois-ci c'est chez la souris, c'est plus chez le hamster, on a induit une infection par injection intraveineuse de ces leishmanies viscérales, de Leishmania donovani,
Et puis, on a regardé l'effet en termes de nombre de germes en fonction du traitement et en fonction du temps. Alors, vous voyez très bien tout d'abord les animaux traités par le placebo, c'est ce que vous voyez ici avec les ronds blancs, et au niveau du foie et au niveau de la rate, eh bien, ils vont développer très vite un niveau d'infection extrêmement élevé et les animaux d'ailleurs vont mourir. Si vous traitez ces animaux par, vous le voyez, le dérivé antimonié sous forme libre, le gluconate de méglumine, le gluconate d'antimoine sous forme libre, vous voyez qu'en fait, vous n'allez pas guérir les animaux, mais vous allez stabiliser la maladie. Donc l'antimonié a quand même, la molécule sous forme libre, a quand même une activité au niveau du foie, alors qu'au niveau de la rate, vous voyez, ce n'est pas le cas, on a une augmentation de l'infection. Si vous regardez les liposomes sans le principe actif, donc sans le gluconate d'antimoine, c'est les triangles que vous voyez là, mais rien qu'avec la stéarilamine, eh bien, vous voyez que malgré tout, il y a une petite activité qui est due probablement aux charges positives de la stéarilamine. Et vous voyez les triangles que quand vous utilisez à la fois les liposomes qui sont rendus cationiques par la stéarilamine et que vous encapsulez le gluconate d'antimoine, eh bien, vous voyez ici les petits triangles, eh bien, vous allez complètement supprimer l'infection, je dirais, à la fois au niveau du foie et au niveau de la rate. Et sur une infection extrêmement sévère que vous voyez ici, eh bien, une simple dose, parce qu'en fait, là, on a laissé les animaux s'infecter pendant, vous le voyez, 12 semaines, ce qui est évidemment la charge, je dirais, en parasite est extrêmement élevée. Eh bien, vous voyez que si vous traitez ces animaux par une seule dose de 16 mg par kilo du gluconate d'antimoine encapsulé dans les liposomes de stéarilamine, c'est ce que vous voyez ici en noir, eh bien, vous débarrassez complètement les animaux de leurs parasites, ce qui n'est le cas d'aucune des autres formulations, évidemment le placebo, le liposome sous forme libre ou le médicament sous forme libre. Alors maintenant, qu'en est-il? Est-ce qu'on peut cibler d'autres, là on était dans les cellules de Kupfer, est-ce qu'on peut cibler d'autres infections à plasmodium qui touchent essentiellement les érythrocytes? Alors pour cela, on ne peut pas injecter des liposomes dits de première génération, parce qu'encore une fois, ils iraient dans les cellules de Kupfer. Donc on a développé, vous le voyez, des immunoliposomes, c'est-à-dire des liposomes qui vont être décorés par des anticorps monoclonaux capables de reconnaître, vous allez le voir, les globules rouges infectés. Alors quelle est l'expérience qui a été faite ici? Eh bien, on a préparé tout d'abord des liposomes avec un anticorps qui n'est pas capable de reconnaître le plasmodium. C'est un anticorps qu'on appelle comme étant non relevant. Alors, si vous incubez ces immunoliposomes, vous le voyez, avec des globules rouges qui sont non infectés en noir et qui sont infectés par le plasmodium, vous le voyez en blanc, eh bien, vous voyez que la capture, elle est proche de zéro, elle est extrêmement faible parce qu'on n'a pas le bon anticorps. Donc, dans cette expérience, on a développé deux anticorps spécifiques des globules rouges infectés, un anticorps qu'on va appeler l'anticorps D2 et un anticorps qu'on va appeler l'anticorps F10. Vous allez voir qu'ils vont avoir une capacité de discrimination un petit peu différente. Alors, les immunoliposomes qui ont l'anticorps de type D2, vous voyez qu'ils reconnaissent en blanc très très bien les globules rouges infectés, on est à peu près à 20, mais malheureusement, vous voyez en noir, ils reconnaissent aussi, bien qu'à un moindre niveau, les globules rouges non infectés. C'est ce que vous voyez en noir, on est à peu près à 15 en termes de radioactivité associée à ces globules rouges. Donc vous voyez qu'on a un bon anticorps qui reconnaît, je dirais, les globules rouges, mais pas avec un pouvoir discriminant très bon. L'autre anticorps, qui est l'anticorps F10, eh bien, vous voyez que lui, en noir, il ne reconnaît absolument pas les érythrocytes, les globules rouges, quand ils ne sont pas infectés, mais il reconnaît très très bien les érythrocytes quand ils sont infectés par le plasmodium. Vous voyez qu'on a des niveaux de reconnaissance qui sont extrêmement importants. Ça, c'est ce qui a été fait in vitro. Maintenant, est-ce que ça marche in vivo? Alors, vous vous concentrez simplement dans RBC, qui sont les globules rouges. Et on a injecté, donc, d'une part, vous le voyez, les liposomes avec l'anticorps D2, qui n'est pas très discriminant. Alors, vous voyez qu'en noir, cet anticorps in vivo va reconnaître les globules rouges non infectés, puisqu'ici, on a les souris saines.
Et vous voyez qu'il va reconnaître également les globules rouges des souris infectées, que vous voyez ici. Donc il n'y a pas de discrimination entre globules rouges infectés et globules rouges non infectés avec cet anticorps. Ces immunoliposomes reconnaissent tous les globules rouges qui soient infectés ou non infectés. Si vous prenez maintenant le liposome, l'immunoliposome avec l'anticorps non relevant, ben celui-là, vous le voyez, il est ici, et là, il ne reconnaît rien du tout. Et par contre, vous voyez que les liposomes qui sont fonctionnalisés par l'anticorps F10, eh bien, vous voyez que ces immunoliposomes ne reconnaissent pas ici les globules rouges chez la souris saine, c'est-à-dire les globules rouges non infectés, et vous voyez que ces mêmes immunoliposomes vont reconnaître très très bien les globules rouges chez la souris infectée. Donc vous voyez que c'est un anticorps qui a une capacité remarquable de discrimination. Et le résultat, eh bien maintenant, vous allez le voir en termes de survie des animaux. Vous voyez que si vous traitez les animaux tout simplement par un placebo, ils vont tous mourir après 10 jours. Par de la chloroquine sous forme libre, qui est le médicament, bien sûr, antimalaria que vous connaissez, eh bien, tous les animaux vont mourir après 10 jours. Pourquoi? Eh bien, parce que précisément, on a choisi une souche de Plasmodium berghei qui est résistante à la chloroquine. Vous savez que c'est un gros problème actuellement, c'est de trouver précisément des antimalariques qui ne développent pas très rapidement des phénomènes de résistance. Vous voyez que si vous traitez par les liposomes avec l'anticorps non relevant, ben, malgré tout, vous protégez quand même un petit peu les animaux, mais vous voyez que vous avez encore un niveau d'infection élevé avec pratiquement 7% de parasitémie. Vous voyez que quand vous avez les immunoliposomes avec l'anticorps qui reconnaît mais qui est non discriminant, l'anticorps D2, vous avez à peu près 5% de parasitémie. Et vous voyez que si vous utilisez les immunoliposomes avec l'anticorps discriminant, eh bien vous arrivez à peu près à 2% de parasitémie. Les animaux ne sont pas guéris, mais vous voyez qu'encore une fois, vous êtes parvenu quand même à traiter de manière extrêmement efficace des animaux infectés avec un plasmodium, vous le voyez, qui est résistant à la chloroquine. Et donc, vous voyez que l'utilisation de nanovecteurs intelligents, c'est-à-dire avec des têtes chercheuses capables de reconnaître in situ les cellules qui sont infectées, eh bien, c'est une approche intéressante qui permettra peut-être plus tard, encore une fois, de combattre les phénomènes de résistance. Autre infection systémique intracellulaire, ce sont les mycoses profondes, les candidoses, les aspergilloses, les cryptococcus. Alors là, la molécule de choix, vous le voyez, c'est l'amphotéricine B. Vous savez que c'est une molécule très utilisée, encore maintenant, c'est une vieille molécule très utilisée, mais qui a une très forte toxicité rénale. C'est la raison pour laquelle il y a une spécialité qui a été développée, qui est l'amphocyle, que l'on appelle aussi ABCD, on va parler d'ABCD, et qui en fait est tout simplement un mélange entre l'amphotéricine B, qui est représentée ici, d'une part, et d'autre part, le sulfate de cholestérol, qui est représenté ici. Et en fait, quand vous mélangez l'amphotéricine B et le sulfate de cholestérol, eh bien, vous voyez, vous allez former des organisations supramoléculaires de quelques centaines de nanomètres et qui correspondent à des disques. Alors, en fait, vous le voyez très très bien ici. Ici, c'est une cryofracture où vous faites la fracture dans le plan des disques. Vous voyez très très bien ici les disques que forme l'amphotéricine B avec le sulfate de cholestérol. Et vous voyez que si on coupe, je dirais de manière perpendiculaire au disque, eh bien, vous voyez qu'on voit très très bien la forme discoïde de ces agrégats supramoléculaires. Et en fait, cette formulation de l'amphotéricine, encore une fois, va très fortement réduire la toxicité du produit. Et elle est sur le marché à l'heure actuelle, pour les cryptococcus en particulier. Alors pourquoi? Eh bien, essentiellement parce que vous le voyez, vous allez modifier considérablement, je dirais, la distribution tissulaire de l'amphotéricine B. Et ici, dans le tableau de gauche, on a fait chez le rat et chez le chien le rapport entre les concentrations en amphotéricine administrées sous forme de disques lipidiques, d'ABCD, et la quantité d'amphotéricine que l'on retrouve dans ces organes lorsqu'on l'administre sous forme libre. Alors vous voyez très très bien que chez le rat comme chez le chien,
le rapport entre ces deux concentrations est de 5 et de pratiquement 2. Ça veut dire qu'avec les amphodisques, avec l'ABCD, vous avez multiplié par 2 et par 5 les concentrations hépatiques en médicaments. Or, la cible de beaucoup de cryptococcoses, c'est précisément le foie. Inversement, vous voyez que le rapport au niveau des reins est inférieur à 1. Il est de 0,3 et 0,15. Ça veut dire que vous avez réduit la concentration rénale en amphotéricine B. Or, comme c'est l'organe cible de la toxicité, eh bien, vous comprenez que vous allez réduire considérablement la toxicité du produit. Et d'autre part, parce que ce produit est sous forme de nanodisque, eh bien, vous allez avoir un temps de résidence dans l'organisme, vous le voyez, qui est prolongé. On va avoir un temps de résidence moyen qui est de 16 heures pour l'ABCD et pour l'amphotéricine sous forme libre et qui est de 40 heures pour l'ABCD. Donc, vous voyez, d'une part, vous allez améliorer l'activité parce que vous allez maintenir finalement des taux plasmatiques beaucoup plus importants en amphotéricine B, et vous allez réduire la toxicité parce que vous allez réduire la capture, je dirais essentiellement par le rein qui est l'organe cible de la toxicité. Dernier type d'infection intracellulaire, ce sont évidemment les infections virales et en particulier les infections à HIV. Alors, lors du cours sur les anticancéreux, je vous avais parlé là d'une technologie qu'on a développée récemment au laboratoire qui est la squalénisation et qui consiste, pour ceux qui ont assisté au cours sur les anticancéreux, à coupler le squalène, qui est un lipide naturel, avec un analogue nucléosidique. Et quand on fait ces bioconjugués de squalène et d'analogue nucléosidique, et qu'on met ces bioconjugués dans l'eau, eh bien on obtient systématiquement des nanoparticules. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le squalène, qui est un lipide naturel, est un lipide qui a tendance à adopter une conformation moléculaire extrêmement compacte. Alors, je ne vais plus vous parler, bien entendu, de ce qui a été fait avec la gemcitabine, avec les anticancéreux, mais je vais vous parler maintenant de ce qui a été fait avec des médicaments anti-HIV, et en particulier, vous le voyez avec le DDC. Alors, vous voyez ici la formule du DDC, qui est un anti-HIV. On a couplé le squalène au niveau de la fonction aminée pour former le DDC-squalène, et vous voyez, quand on met ce bioconjugué dans de l'eau, on forme des nanoparticules d'une centaine de nanomètres. Alors, vous pouvez vous amuser, hein, la chimie permet de faire beaucoup de choses, et on peut prendre une autre molécule anti-VIH, vous le voyez ici, qui est le DDI. Vous voyez qu'ici, vous avez un hydroxyle en position 5'. Eh bien, si vous couplez le squalène, cette fois-ci, non plus au niveau de l'hétérocycle, mais au niveau du sucre, eh bien, vous voyez que vous allez obtenir un bioconjugué qui va former, lui aussi, des nanoparticules d'une centaine de nanomètres. C'est un bioconjugué de DDI-squalène. Donc, vous voyez que c'est la plateforme, le concept que l'on appelle de squalénisation, parce que le couplage au squalène permet systématiquement d'obtenir des nano-objets d'une centaine de nanomètres. Alors, on a pu utiliser des technologies physico-chimiques, évidemment, pour comprendre un petit peu comment se faisait le stacking des molécules, l'organisation supramoléculaire. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on prend donc les nanoparticules de DDC-squalène et qu'on les regarde, vous le voyez ici, en particulier en microscopie électronique à transmission après cryofracture, vous voyez qu'on a des structures un peu comme des balles de golf. Et ça, c'est assez typique de ce que l'on appelle des structures cubiques que j'ai représentées ici, c'est-à-dire que l'organisation supramoléculaire de ces bioconjugués de DDI ou DDC-squalène vont former des structures cubiques avec des canaux hydrophiles à l'intérieur et avec, vous le voyez, des espèces de cubes qui sont formés par la partie lipidique de ces molécules. Et l'organisation en structure cubique a été montrée au synchrotron soleil. Vous savez qu'on peut faire de la diffusion rayons X aux petits angles, et ça permet de montrer qu'effectivement, en indexant les raies, on a bien une organisation sous forme de phase cubique. Alors ensuite, on a testé l'efficacité antivirale de ces nanoparticules, tout d'abord sur une souche de VIH sensible au DDI et qui a infecté des lymphocytes issus de 3 donneurs différents. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on mesure le D50. Alors, le D50, c'est quoi? C'est la dose qui va induire l'inhibition de 50% de la multiplication virale. Alors, vous voyez que cette dose
est à peu près 4 fois plus importante quand on incupe le DDI sous forme libre que lorsque l'on incupe le DDI sous forme de nanoparticules squalénées. Vous voyez qu'on a un DDI de 0,2 millimolaire contre 0,8 millimolaire avec le produit sous forme libre. Donc vous voyez qu'on est beaucoup plus efficace sur une lignée sensible. Mais ce qui est très intéressant, c'est que si on teste maintenant des infections à HIV avec des lignées résistantes, c'est le cas, vous le voyez ici, de la lignée 144 et de la lignée 146. Eh bien, vous voyez que là, en particulier avec la lignée 146, on a, vous le voyez, des ED50 qui sont à peu près 10 fois inférieurs lorsqu'on présente le médicament sous forme de nanoparticules squalénées par rapport à la présentation du médicament sous forme libre. Ça veut dire que vous avez une formulation qui est 10 fois plus efficace en termes, je dirais, d'activité antivirale intracellulaire. Alors on a voulu comprendre quel était le mécanisme derrière cette activité antivirale, d'autant plus qu'il s'agissait d'une souche résistante et que vous savez bien entendu que le traitement des virus résistants est vraiment un problème majeur de santé publique. Alors il faut simplement savoir que le DDI, qui est un antiviral, en tant que tel, la molécule de DDI n'est pas active. Elle doit être phosphorylée au niveau intracellulaire par les kinases intracellulaires et elle doit être transformée, vous le voyez, en DDA triphosphate. Et c'est en fait le DDA triphosphate qui va exercer l'activité antivirale. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a incubé encore une fois les lymphocytes infectés, soit avec le DDI sous forme libre, c'est ce que vous voyez ici en blanc, soit avec le DDI sous forme de nanoparticules squalénées, c'est ce que vous voyez en gris, et on a dosé au niveau intracellulaire la quantité de DDA triphosphate qui est vraiment le métabolite actif. Et vous voyez qu'il n'y a pas photo, hein, on induit des taux intracellulaires en DDA triphosphate qui sont beaucoup plus importants lorsque l'on incupe le DDI squalène que lorsque l'on incupe le DDI sous forme libre. En d'autres termes, la présentation sous forme nanoparticulaire, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a montré que la présentation sous forme nanoparticulaire favorisait la pénétration intracellulaire, et le fait d'avoir une prodrogue lipidique rend finalement la molécule de DDI beaucoup plus sensible à la phosphorylation par les kinases intracellulaires, et donc ceci se traduit bien entendu par une meilleure activité. Je voudrais terminer, pendant les 5 minutes qui me restent, par un dernier chapitre qui est simplement vous montrer qu'à côté du traitement des infections intracellulaires, qu'il s'agisse de virus, qu'il s'agisse de bactéries, qu'il s'agisse de mycoses, qu'il s'agisse de parasites, à côté du traitement de ces infections, eh bien, on peut avoir une approche bio-inspirée et se dire, mais finalement, comment est-ce que ces bactéries, comment est-ce que ces parasites rentrent dans les cellules? À partir du moment où on a compris comment ces parasites ou ces cellules rentrent dans la cellule, on peut avoir une approche biomimétique et essayer de copier, si vous voulez, la voie d'accès du parasite pour l'appliquer à des nanovecteurs et avoir des nanovecteurs qui vont cibler de manière plus efficace telle ou telle cellule ou tel organe. Alors, je voudrais vous donner un exemple d'une publication qui est parue récemment dans Pharmaceutical Research et qui est vraiment, je trouve, une très belle illustration de cette approche dite biomimétique. L'idée, c'était de copier, sous forme de liposome, le plasmodium qui rentre, vous le savez, dans les globules rouges, et on sait qu'il y a notamment une protéine qui est la CSP, circumsporozoïde protéine, et qui a un peptide de 19 acides aminés, et les biologistes moléculaires ont très bien montré que c'est cette séquence qui est responsable de la capture notamment de ces parasites par les héparansulfates, par les protéoglycanes au niveau des hépatocytes du foie. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, ces parasites peuvent cibler les hépatocytes et l'espace de 10 au niveau hépatique. Et donc l'idée, c'était de dire on va faire des liposomes et on va inclure dans ces liposomes ces 19 aminoacides, ce peptide, de manière à pouvoir reconnaître les protéoglycanes et avoir des vecteurs à tropisme hépatique plus efficaces. Alors qu'est-ce qui a été fait? On a préparé des liposomes à base de phosphatidylcholine 82%. On a évidemment pégylé ces liposomes pour qu'ils n'aillent pas dans les cellules de Kupfer. Voilà pourquoi on a de la phosphatidylcholine
polyéthylène-glycol. On a mis parmi cette phosphatidylcholine polyéthylène-glycol une partie de ces phospholipides, on leur a couplé le peptide de 19 acides aminés capables de reconnaître donc les paransulfates. Et puis on a également couplé, vous le voyez, un colorant fluorescent qui est le Body-TP TRX et qui donne une fluorescence rouge. Et quand vous administrez ces liposomes à des animaux de laboratoire, eh bien vous voyez très très bien qu'on va avoir une forte fluorescence rouge au niveau du foie, vous le voyez ici en noir. Bon, on a des quantités considérables de fluorescence au niveau du foie, et vous voyez que, également au niveau de la rate, mais dans une moindre mesure, et vous voyez que si on injecte les mêmes liposomes, mais sans le peptide, c'est ce que vous avez en blanc, eh bien on a des liposomes qui vont circuler longtemps dans la circulation générale, et vous aurez très très peu de distribution tissulaire, en particulier, vous le voyez ici, les histogrammes blancs au niveau du foie. Donc vous voyez que effectivement, ce peptide permet de cibler effectivement le tissu hépatique. Alors ce qui est très intéressant, c'est que l'expérience suivante a été faite. On a injecté les deux types de liposomes. On a injecté d'une part les liposomes fonctionnalisés par le peptide du plasmodium. Et ces liposomes ont une fluorescence rouge. Et en même temps, on a injecté les mêmes liposomes, mais dans lesquels on a greffé un colorant vert, et ces liposomes dits verts, ce sont des liposomes contrôle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le peptide, qui permet de reconnaître les héparanglucans au niveau hépatique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On injecte la souris, et puis on regarde tout simplement dans le canal rouge comment apparaît le foie. Vous voyez que le foie est complètement rouge, en particulier autour des sinusoïdes hépatiques, et vous voyez que la fluorescence, elle est essentiellement cytoplasmique, vous voyez en noir, elle n'est pas du tout nucléaire. Donc ces liposomes vectorisés par le peptide vont de manière massive au niveau des hépatocytes. Alors ensuite, on regarde avec un filtre vert, et vous voyez que là, on ne voit rien du tout. C'est-à-dire que les mêmes liposomes, mais dépourvus du peptide de reconnaissance, eh bien, ces mêmes liposomes ne vont absolument pas au niveau du foie. Donc vous voyez en quoi le peptide, cette approche biomimétique est intéressante parce que finalement, on a fait des vecteurs liposomiaux qui ont cette capacité de reconnaissance qu'avait le parasite. Et on le voit très très bien parce que si on couple à ces liposomes des petites particules, vous le voyez, d'or colloïdal, ça permet en microscopie électronique de voir où vont se positionner ces liposomes. Alors, il faut avoir de bons yeux, mais faites-moi confiance, ce sont les petits points noirs que vous voyez ici. Vous en voyez pas mal autour des cellules endothéliales, ce sont les cellules au niveau du foie donc, qui forment les vaisseaux des capillaires, énormément au niveau de l'espace de 10 qui est ici, c'est l'espace qui se trouve en fait entre les cellules endothéliales et les cellules de Kupfer, et puis vous en voyez énormément au niveau, vous le voyez ici, des hépatocytes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a infecté le foie de ces animaux. Vous voyez très bien ici un plasmodium, et on voit bien très proche de ce plasmodium toute une série de liposomes qui ont été marqués avec ces particules d'or colloïdal, et vous voyez que la localisation est exactement la même en termes de microscopie électronique que la localisation du parasite, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Alors, la dernière expérience qu'on peut faire pour bien montrer que c'est bien la cible du parasite qui a pu être utilisée par les liposomes pour cibler effectivement les cibles situées au niveau des hépatocytes. On a donc injecté ces liposomes pégylés, fonctionnalisés avec le peptide et marqués avec un fluorophore rouge. Vous voyez encore une fois très très bien que le foie apparaît totalement rouge, avec ici, ce qui est plus noir, c'est les sinusoïdes hépatiques. Vous prenez ensuite les coupes hépatocytaires de ces animaux et vous les traitez avec de la chondroïtinase. Ça veut dire que c'est une autre cible que les paransulfates. Eh bien, vous voyez que ces coupes restent rouges. Donc, on sait que la chondroïtine n'est pas la cible de ces liposomes fonctionnalisés par le peptide de Plasmodium berghei. Et vous voyez qu'en revanche, si vous traitez ces mêmes coupes par de l'héparinase, eh bien, vous voyez que la coupe passe d'un rouge franc à une exposition au rouge beaucoup moins importante, et ceci vous montre bien que ces liposomes sont spécifiques pour la reconnaissance
de l'éparansulfate au niveau des protéoglycanes, expressément, exactement comme le faisait le parasite. Voilà, à titre de conclusion, j'espère vous avoir convaincu que dans le domaine du traitement des infections intracellulaires, finalement, les médicaments antimicrobiens, c'est un petit peu comme vous le voyez ici, comme un cheval de Troie. Pourquoi? Parce que beaucoup de micro-organismes, pratiquement tous les micro-organismes, sont captés au niveau des macrophages, pas uniquement des macrophages, mais souvent au niveau des macrophages, par des mécanismes de phagocytose ou d'endocytose, que les nanovecteurs le sont aussi par les mêmes mécanismes, et que de cette manière-là, on peut cibler de manière efficace des germes à localisation intracellulaire. Je vous remercie pour votre attention.